Chers amis, nous vous saluons cordialement et nous vous remercions de votre présence. Bienvenue en cette deuxième journée des matinées culturelles de l'Institut de philosophie Saint-François de Sales pour cette année. Nous saluons tous les fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la Radio Télé Soleil et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Hier, nous avons eu la chance d'écouter deux intervenants, respectivement Dr Pierre Castel-Germeil, pour répondre à la question « La vérité est-elle encore une quête aujourd'hui ?» et Dr Marcellus Bernard pour une approche anthroposociologique de la vérité. Aujourd'hui, deux intervenants seront avec nous, Madame Linda Delmont-Métayer et frère Wilfried Cavalier. Madame Linda Métayer pour une approche psychologique de la vérité sur l'homme et le frère Wilfried Cavalier pour l'approche cosmologique du thème. Et nous vous rappelons le thème principal, la vérité sur l'homme et sur la nature, une quête incontournable. Pour débuter, nous vous demandons de vous mettre debout pour accueillir les autorités académiques. Voilà, merci beaucoup. Et pour le moment, nous allons démarrer avec la prière. Et du Fils et du Saint-Esprit. Observons un bref moment de silence afin d'entrer dans ce dialogue intime avec le Seigneur. Poursuivons notre prière à travers la psalmodie de l'hymne de l'univers. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Lui votre gloire, louange éternelle. Les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. Prions de gloire, louange éternelle. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Et vous les hommes, bénissez le ciel. Bénissez le Seigneur. Et toutes les puissances du Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel. Bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées. Bénissez le Seigneur. Et vous le soleil et la lune. Bénissez le Seigneur. Et vous les astres du ciel. Bénissez le Seigneur. Vous toutes pluies et rosées. Bénissez le Seigneur. Vous tous souffles et vents. Bénissez le Seigneur. Et vous le feu et la chaleur. Bénissez le Seigneur. Et vous la fraîcheur et le froid. Bénissez le Seigneur. Et vous le givre et la rosée. Bénissez le Seigneur. Et vous le gel et le froid. Bénissez le Seigneur. Et vous la glace et la neige. Bénissez le Seigneur. Et vous les nuits et les jours. Bénissez le Seigneur. Et vous la lumière et la ténèbres. Bénissez le Seigneur. Et vous les éclairs de la nuit. Bénissez le Seigneur. Allions des gloires, louange éternelle. Que la terre bénisse le Seigneur. Allions des gloires, louange éternelle.
Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Et vos océans et rivières. Bénissez le Seigneur. Baleines et bêtes de la mer. Bénissez le Seigneur. Vous tous les oiseaux dans le ciel. Bénissez le Seigneur. Vous tous pauvres et troupeaux. Bénissez le Seigneur. Alléluia, gloire, louange éternelle. Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. Alléluia, gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. Vous les prêtres, bénissez le Seigneur. Vous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. Les esprits et les âmes des chansons, Bénissez le Seigneur. les seigneurs et les seigneurs du cœur. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Alléluia, gloire, louange éternelle. Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alléluia, gloire, louange éternelle. Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel. À toi, Louange éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu as signifié par une étoile qu'un Sauveur était né pour le monde. Maintiens ta lumière dans nos cœurs pour que nous entrions plus avant dans ce mystère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Frère, lui qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à nos chers amis pour cette prière dynamique coachée par le Père Lorenz. Et pardon de vous déranger, mais nous allons encore nous mettre debout pour entonner l'hymne national. Et après, nous pouvons nous asseoir. Nous restons seuls, nous marchons unis, dans nos rangs, point de traître, du sang soyons seuls maîtres, marchons
deuxième journée. Hier, nous l'avons souligné, l'Institut cette année célèbre ses 25 ans d'existence. Comme information, l'Institut de philosophie Saint-François de Sales possède son site d'internet. Le nom de ce site, c'est philosophiehaïti.org. Philosophiehaïti.org. Philosophie Haïti en français, bien sûr. Alors, sur ce site, vous trouverez des données relatives au fonctionnement de l'Institut et surtout des numéros de Moon gratuits. Moon, comme rappel, c'est la revue philosophique de l'Institut depuis 2005. Alors, pour ceux-là qui désireraient avoir un numéro de Moon physiquement, vous pouvez passer au secrétariat de l'Institut et puis réclamer un numéro. Voilà. C'est le moment de démarrer avec la première conférence pour aujourd'hui. Alors, tout est déjà prêt. Notre première intervenante est là et elle est prête, assurément. Nous allons laisser la place au révérend Père Pierre-Ernest Basile pour la présentation de l'intervenant. Encore une fois, nous souhaitons la bienvenue à Madame Linda Métayer. Et qui est-elle? Madame Linda est née en 1971. Elle est détentrice d'une maîtrise en psychologie à l'Université de Franche-Comté. Elle est psychothérapeute en EMDR de Apt, Allemagne, membre de l'Association des psychothérapeutes EMDR France. Elle est détentrice d'une maîtrise en administration de l'Université de Montréal, docteur en philosophie à l'Institut supérieur international de leadership et professeur de psychologie à l'UEH et à l'UNDH. Madame Linda, encore une fois bienvenue et vous avez donc la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin pour toucher ce sujet qui est la vérité sur l'homme, aspect psychologique. Et quand j'ai lu vérité sur l'homme, est-ce que c'est ma vérité? C'est la vérité des hommes. C'est un concept qui a fait couler beaucoup d'encre à travers le temps. Vous avez vu la question d'Hérode à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Vérité. Avant de procéder à l'exposé, nous pensons qu'il est utile de présenter une sorte de note introductive aux différents points à couvrir ce matin. D'autres l'ont probablement déjà fait avant moi. Vous avez eu une première journée hier, mais je juge utile de définir le concept clé de mon intervention de ce matin, la vérité. Ensuite, nous méditerons sur quelques miracles de l'esprit humain permettant à l'homme de construire des réalités considérées comme des vérités. De là, nous naviguerons dans les courants de la psychologie et spécifiquement, nous resterons dans la réalité de deux chercheurs de la psychanalyse donc, Erik Erikson et Carl Gustav Jung. Qu'est-ce que la vérité? Quand j'ai vu le terme envoyé par le Père Basile, je me dis, oh, la vérité. Il y a plein de vérités. Chacun a sa vérité, suivant son angle de vue. J'en ai trouvé plusieurs définitions, au fait. D'abord, la notion de vérité revêt au moins 6 significations majeures. Premièrement, il s'agit de ce qui est conforme à la réalité, qui existe réellement. Dans ce sens, la vérité s'oppose à la fiction, à l'illusion, à l'imagination. Les rêveries que nous imaginons, dit Descartes, endormies, ne doivent aucunement nous faire douter de la vérité des pensées que nous avons étant éveillés. Ça, c'est de Descartes. Deuxièmement, la vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai. Vérité s'oppose ici à erreur. En parlant de proposition, l'assertion à laquelle un plein et entier assentiment peut être donné.
ne recevoir aucune chose pour vrai, que je ne la connaisse évidemment être telle, dit Descartes. Troisièmement, ce qui est porté par une conviction intime, c'est aussi une vérité. À chacun sa vérité. Alors, j'ai la mienne, vous avez la vôtre. Qui s'exprime avec authenticité. Jean-Jacques Rousseau dit « Je vais montrer un homme dans toute la vérité de sa nature. Et cet homme, ce sera moi. » Ici, vérité s'oppose à fausseté, à l'hypocrisie, à la dissimulation. Quatrièmement, la vérité, c'est aussi l'affirmation conforme à l'exactitude des faits. À la cour, on dit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. C'est l'affirmation conforme aux faits. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai vu, j'ai entendu. C'est une vérité et c'est la vérité. Et chacune des parties va dire sa vérité. C'est au juge de voir qu'est-ce que la vérité de ces deux vérités-là. Qui a dit vrai? Même avec témoin, on est obligé encore de vérifier cette vérité. Cinquièmement, ce qui est effectivement constaté ou éprouvé par un témoin. Dans ce sens, vérité s'oppose à mensonge ou à déformation. Et même diffamation. Sixièmement, connaissance transcendante révélée aux hommes par les livres sacrés ou la tradition. Dieu est donc la vérité. D'elle-même toujours présente à tous les esprits et la vraie source de l'intelligence. Ça c'est le Bossuet. Dieu donc est la vérité. D'elle-même toujours présente à tous les esprits et la vraie source de l'intelligence. Ici, la vérité s'oppose à l'incroyance, à l'ignorance et à l'agnosticisme. Il est clair que pour le champ des sciences humaines, ce sont les 4 premiers sens qui sont pertinents. Ce qui est conforme à la réalité, caractère de ce qui est vrai, ce qui est porté par une conviction intime, affirmation conforme à l'exactitude des faits. La vérité est donc ce qui est conforme à la réalité. Et en conséquence, on peut affirmer que c'est vrai. Mais la réalité des choses, comme tout un courant de la philosophie a tendu à établir, notamment la phénoménologie, dès qu'on parle de la réalité, la vérité des choses, c'est la phénoménologie, n'existe que pour une conscience qui la perçoit. Si je ne la perçois pas, ce n'est pas une vérité pour moi. Ainsi est-on passé de la veritas rei, la vérité des choses, à la veritas intellectus, la vérité de la connaissance. Il y a la vérité des choses et ce que moi-même je perçois. Tant que je ne perçois pas, ce n'est pas une vérité pour moi. Les sens doivent me dire que c'est la vérité. La réalité devient ce qui est partagé par l'ensemble des consciences dans une démarche rationnelle. On est dans le domaine de cartésien. Elle est ce qui ne relève pas à l'imaginaire, à l'illusion, de la vision subjective. La production de la vérité est un phénomène objectif, étranger au moi, qui se passe en nous, sans nous, dit Renan. Ça se passe en nous, sans nous. Nous ne sommes pas là, mais ça se passe à l'intérieur. Kant précise cette position en distinguant la vérité matérielle, proposition vraie par son contenu, et la vérité formelle, qui renvoie à l'aspect logique du raisonnement par lequel la vérité est produite. Kant. Tout ceci pour souligner à votre attention que cette présentation, loin de donner une vérité sur l'homme, se veut exploratoire des diversités d'angles de vue
Dire la vérité sur l'homme est un oxymore, car l'homme est complexe. Toute tentative par l'esprit humain de s'étudier lui-même conduit au problème de récursivité ou d'autoréférence. Il s'agit de ma vérité. Pour moi, c'est vrai, mais pour l'autre, peut-être que c'est pas vrai. Hume, Kant, Schopenhauer et bien d'autres ont insisté sur le fait que de la réalité réelle, nous ne pouvons avoir qu'une opinion, une image subjective, une interprétation arbitraire. Dans la même veine, Schrödinger, 1958, dans son ouvrage Mind and Matter, affirme « L'image du monde, tout homme est et restera toujours une construction de son esprit, et l'on ne peut prouver quelle est autre existence. » Je vois, j'ai une interprétation, mes sens m'envoient, j'interprète, et je classe, et je dis que c'est vérité, parce que ça ressemble à ce que j'avais vu déjà qu'on a dit que c'était vérité. Quel homme qui interprète cette réalité? La vérité sur l'homme. Quel homme? L'homme est complexe. Comment dire la vérité sur l'homme? Lorsque Hamlet dit quel chef-d'œuvre que l'homme, qu'il est noble dans sa raison, qu'il est infini dans ses facultés, dans sa forme et ses mouvements, comme il est expressif et admirable, l'homme. Ce n'est pas sur Shakespeare, Mozart, Einstein qu'il volait. Il a dit qu'il ne faut pas s'émerveiller sur ces génies, mais sur l'enfant de 4 ans qui va, à la demande, porter un jouet sur l'étagère. Va déposer ça là-bas pour moi. C'est complexe, c'est extraordinaire. 4 ans seulement, qui arrivent à se représenter, à comprendre, à se créer une réalité et à répondre à l'injonction. Dans la même veine, alors je vous ai dit, dans un système bien conçu, comme les systèmes créés par l'homme, les composants sont les boîtes noires, comme les avions, qui remplissent leur fonction comme par magie. C'est des algorithmes. L'homme a créé ça. L'homme a créé l'avion, a créé les navettes. C'est les composants d'une boîte noire. Il n'en va pas autrement pour l'esprit. L'esprit aussi, c'est notre boîte noire à nous. Notre esprit n'est pas animé par une certaine essence divine. Tout dans la psychologie humaine, dit-on, s'explique par une seule cause toute puissante. Un gros cerveau, la culture, la socialisation, l'apprentissage, la complexité, l'organisation personnelle ou la dynamique des réseaux neuronaux que nous avons dans notre tête, la région corticale. Tout est là, notre boîte noire. Et nous avons le limbique qui nous fait sentir les choses que nous vivons. L'esprit est, comme le vaisseau spatial d'Apollo, organisé pour résoudre un grand nombre de problèmes d'ingénierie. Il est donc bourré de systèmes de haute technologie dont chacun est conçu pour surmonter ses propres difficultés. À partir du moment où il y a un choc traumatique, on a reçu un choc sur la tête, on perd cette mémoire. Cette boîte noire a des problèmes et impossible de reconnaître quelque chose, de percevoir et de dire cette vérité-là. Les grands scientifiques atteints de Parkinson ou de dégénérescence sénile, ils oublient leur prénom. L'homme est complexe. Le monde tel qu'il se présente à nos yeux est une mosaïque de minuscules parcelles teintées. L'œil distingue le monde visuel en objet. C'est tout un travail qui se fait là-dedans, dans cet appareil.
L'œil peut distinguer en quelle matière les objets sont faits, les contours de cette matière, de ce verre, le sombre, le clair-obscur, l'intensité de la luminosité, l'harmonie des couleurs. Notre cerveau se souvient de la forme de chaque visage. J'arrive ce matin, je vois le Père Didier. C'est enregistré là. Je vois le Père Basile, je ne vais pas dire Père Basile pour le Père Didier. C'est là, dans le cerveau humain. Chaque lettre de l'alphabet est dans notre tête, enregistrée. Chaque animal qu'on a déjà vu, chaque outil que nous connaissons est établi d'une manière ou d'une autre. Une correspondance entre ce souvenir et l'image qui se représente sur la rétine, quelle que soit sa déformation. Et ça nous donne une réalité. Le contrôle, par exemple, de la main, c'est magnifique. Sur un contour, et sur un tour de force encore plus remarquable, la main. Il y a près de 2000 ans, le médecin Greg Galien attire l'attention sur la susceptibilité de l'ingénierie naturelle, la nature, qui sous-tend la main de l'être humain. C'est naturel. Une main, c'est l'outil le plus puissant du monde. Il s'agit d'un outil unique qui manipule les objets dans un éventail extraordinaire de taille, de forme et de poids. Cela va de la bûche de bois jusqu'au grain de millet qu'on ramasse par terre. La main peut ramasser tout ça. L'homme les manipule tous, nos Galien, comme si ces mains avaient été faites expressément pour chacun d'eux. Quand tu dois ramasser quelque chose, la main prend la forme. Les mains peuvent prendre la configuration d'un crochet, d'une paire de ciseaux, d'une serre circulaire pour ouvrir un bocal. Chaque prise nécessite des tensions musculaires combinées avec précision qui moulent la main dans la forme voulue et la maintiennent ainsi, tandis que la charge à laquelle elle s'applique tend à la défaire. La maintient. Je ne vais pas entreprendre de parler de la langue, cette masse de chair sans eau, qui n'est contrôlée que par la compression, mais qui peut détacher des particules alimentaires dans une dent du fond, ou réaliser ce balai qui vous permet d'articuler des mots comme ciseler, résister, métaphore. C'est extraordinaire la langue. Et c'est naturel que ça. On n'a jamais fait ça. L'homme ordinaire s'émerveille de ce qui est extraordinaire. Le sage s'émerveille de ce qui est ordinaire. Alors, quelle vérité? Au XIIe siècle, au 7e siècle, William Harvey découvrit que les veines avaient des valves, les veines de notre corps. Et en déduisit que ces valves devraient être là pour faire circuler le sang à l'intérieur. Depuis, nous avons compris que le corps était une machine merveilleusement complexe. Un ensemble d'étais, de ressorts, de poulies, de leviers, d'articulations, de gonds, de prises, de réservoirs, de tuyaux, de valves, de gaines, de pompes, d'échangeurs et de filtres. Dans une salle d'opération, il y a tout ça devant le chirurgien. La logique du démontage des entités vivantes vient bien sûr par Charles Darwin. Celui-ci montra comment l'apparition d'une perfection et d'une complexité entre elles extrême qui suscite notre admiration à juste titre émane non pas de plan divin, mais de l'évolution de réplicateurs sur d'immenses périodes de temps. Il a découvert ça, mais c'était encore sa vérité. La théorie évolutionniste, qu'en est-il aujourd'hui? Darwin insistait sur l'idée que sa théorie n'expliquait pas seulement la complexité du corps animal, mais aussi celle de l'esprit. Plus d'un siècle après sa théorie, l'étude de l'esprit échappe encore en grande partie à l'influence de Darwin. C'était sa vérité, mais c'était quand même une vérité. Quelle vérité en psychologie alors? Il n'y a que des réalités observées depuis son angle de vue.
qu'on appelle des courants. Venir en parler de vérité en psychologie sur l'homme, c'est parler de différents courants. Chaque courant a sa vérité. C'est des hommes qui se sont mis ensemble pour construire ces vérités et ces courants. Différents courants en psychologie donc se succèdent, s'enrichissent, mais aussi suscitent la polémique jusqu'à nos jours. Il y a des critiques. Après chaque découverte, il y a des critiques, parce que c'est une vérité, ça ne peut pas être la vérité. Les courants structuralistes, fonctionnalistes, behavioristes, gestaltistes, psychanalytiques, humanistes, systémiques, cognitivistes. Parler de la psychologie, c'est parler de tous ces courants. Et chacun de ces courants, suivant son angle de vue, voit l'homme et pense que c'est la vérité. En fait, c'est sa vérité. Parce que l'homme, comme vous venez de le voir, est complexe. Le courant structuraliste avec Wilhelm Wundt. Il considère le contenu de notre pensée comme composé d'éléments psychiques. Ceux-ci seraient de deux types. Les sensations et les sentiments. Je ressens des choses et j'ai des sentiments. Et les sensations sont apportées par des sens. Les 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et les sentiments, suivant le vécu, qui sont déterminés par la qualité et l'intensité, auxquels Edward Bradford Titchener a ajouté des images et des affects. On est affecté par ce qu'on voit. Les sens nous envoient les images et nous avons les affects. C'est le courant structuraliste. Nous avons le courant fonctionnaliste, comme William James. Pour lui, il s'agit d'étudier le fonctionnement de cette conscience comme un flot continu qui est en perpétuel ajustement avec l'environnement. On s'ajuste avec l'environnement. On s'adapte avec l'environnement. Aujourd'hui, l'Haïtien s'adapte. C'est plus l'Haïti qu'on a connu dans le temps. Aujourd'hui, on a une Haïti violente, où tout le monde a peur. On est obligé de s'adapter. Donc l'homme s'ajuste avec l'environnement. À chaque fois, on s'ajuste. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres intelligents. Pourquoi? Parce que nous sommes complexes. Pourquoi? Parce que notre cerveau, notre boîte noire, nous permet de nous ajuster à notre environnement. De ce courant, John Dewey avance que ce qui va ensemble marche ensemble. Il adoptera la conception de James et développera les recherches dans le domaine de l'éducation et sera à l'origine de l'école nouvelle. Ça, c'est John Dewey, qui a utilisé les recherches du courant fonctionnaliste. Les psychologues comportementalistes comme Ivan Pavlov, peut-être que vous avez appris le chien, la salivation du chien sur les souris, des behavioristes. Alors, Ivan Pavlov, ces psychologues-là vont se détourner de la structure ou de la fonction de la conscience. Ils laissent la conscience, c'est-à-dire des concepts mentalistes de l'homme, comme conscience, intention, image. Ils sortent, ces gens-là sortent carrément de la boîte noire pour centrer leur recherche exclusivement sur les stimulus de l'environnement, qui entraînent des réactions utiles ou non. On voit quelqu'un tirer son arme, on court. On entend un sachet d'eau éclater, et bien on pense qu'on a tiré, parce que le cerveau, ça, a un coup de feu. Pendant la période des fêtes, les Haïtiens se sont amusés à éclater des feux d'artifice qui étaient nocifs pour la population. Parce que nous avons un cerveau qui a déjà l'habitude des tirs d'armes à feu. Et à chaque feu d'artifice, certaines personnes ont des palpitations à n'en plus finir. Parce que le cerveau classe ça comme une horreur. Donc, ce courant centre sa recherche exclusivement sur les stimulus de l'environnement, qui entraînent des réactions utiles ou non. La notion d'ancrage en PNL est basée sur ce mécanisme comportemental. Le mouvement humaniste en psychologie débute avec les travaux de Carl Rogers. Là, on s'est centré sur l'homme. Qu'est-ce que l'homme veut? C'est reposer sur l'idée que toute personne a les ressources en elle pour résoudre ses problèmes, ses propres problèmes. On en a dans notre boîte noire. Mais c'est un point de vue, ce qui ne veut pas dire que la vérité des autres, ce n'était pas des vérités.
Mais cette vérité est vraie aussi. Et repose sur l'idée que toute personne a les ressources qu'il faut pour faire face aux problèmes, aux difficultés de la vie. Il suffit de l'aider, le cas échéant, à mobiliser celle dont elle a besoin. On aide l'homme à trouver en lui la force qu'il faut pour aborder sa réalité. Nous avons le système, la théorie systémique qui voit dans la réalité un système composé d'éléments. Une famille, c'est tout le monde. Une communauté, c'est tout le monde. Quelle que soit la petite déformation chez l'un des membres, ça a des répercussions sur l'ensemble de la communauté. Le problème de quelqu'un dans un système, c'est le problème de tout le monde. Le monde fonctionne en système. On a vu ce qui s'est passé à Wuhan. Aujourd'hui encore, nous portons des masques. Ça s'est passé à Wuhan. Le virus aujourd'hui, nous sommes un grand système. Peu importe ce que nous faisons ici aujourd'hui, ça a des répercussions sur le monde entier. Ce que tu fais dans ton coin, ça joue sur l'Africain là où il est, ou en Ouganda. Ce qu'ils font de l'autre côté joue sur nous. Ce système propose d'analyser une situation dans sa globalité, en opposition à la tradition cartésienne et du réductionnisme qui se concentre sur l'analyse des éléments séparément. Nous ne sommes pas un pays isolé. Leurs recherches, ce qu'ils ont fait, leur faux pas, se répercute sur notre vie, sur nos interactions avec nos proches, ce que nous faisons aussi, les influences de l'autre côté. C'est une approche qui repose sur un nouveau paradigme, la logique circulaire. Tout est circulaire. Récemment, je regardais un petit peu les planètes de notre système solaire. Tout est circulaire. La Terre, Mars, Jupiter, Saturne. C'est en rond. Eh bien, nous aussi, nous sommes à l'image de cet univers circulaire. Peu importe ce que nous faisons ici, ça a des répercussions sur l'autre côté du cercle. Ça a des répercussions sur ceux qui sont en province, ce que nous faisons à Port-au-Prince, joue sur ceux qui sont en province. Joue sur les autres. Donc, à chacun de bien jouer sa partition pour qu'il y ait l'harmonie dans le monde. Les chercheurs de la psychologie cognitive vont porter leurs recherches sur les processus mentaux, c'est-à-dire l'esprit. Aujourd'hui, la psychologie cognitive s'inscrit dans un ensemble plus vaste qui sont les sciences cognitives, en rassemblant les neurosciences. Et là-dedans, nous avons l'intelligence artificielle. De la psychologie cognitive découle la théorie computationnelle. L'homme a créé l'ordinateur, l'homme a créé l'Internet. L'intelligence artificielle, la linguistique. D'après la conception psychodynamique, donc, qu'on va voir aujourd'hui, qui est la psychanalyse, qui nous sert d'ancrage aujourd'hui. Les comportements des individus sont largement influencés par les forces psychiques internes. Sigmund Freud est considéré comme le concepteur de la psychanalyse, de ce courant. C'est de leur angle de vue que nous allons rester aujourd'hui et voir, discuter sur cette réalité qui est la vérité sur l'homme. C'est quoi la réalité des psychanalystes? Et comme je l'ai dit tantôt, c'est une réalité, c'est une vérité, c'est pas la vérité. Vous avez vu que j'aurais pu prendre les structuralistes, j'aurais pu prendre les behavioristes, mais là je choisis la réalité de deux psychanalystes. D'abord, la théorie de personnalité d'Erik Erikson. Selon la psychanalyse, selon la théorie de Erik Erikson, la personnalité se développe pendant toute une vie. La personnalité que nous avons, que vous avez encore aujourd'hui, est en développement. Vous n'êtes pas l'homme final. Vous êtes encore en développement. À chaque période de la vie, la personne traverse un enjeu ou une crise qu'elle doit résoudre afin de lui permettre d'évoluer et de changer. Si bien que la personne que vous avez connue l'an dernier n'est pas celle que vous rencontrez aujourd'hui. Elle a eu le temps d'évoluer, de grandir, de devenir quelqu'un d'autre. L'homme peut changer du jour au lendemain. On est des êtres en évolution, en développement. Il y a toujours cette crise qui nous empêche de dormir,
Et heureux cas, un beau jour, on se réveille avec un autre paradigme, une autre façon de voir notre réalité et notre monde. Et à chaque fois qu'on est en crise, cette crise résolue avec succès s'ensuit alors une personnalité saine et a acquis les compétences de base. D'après lui, l'homme doit passer par 8 crises dans sa vie, au long de toute son existence. Première crise, la toute première, c'est confiance versus méfiance. C'est le petit bébé de 0 à 18 mois. À notre naissance, jusqu'à 18 mois, nous passons par la crise confiance versus méfiance. Ce stade est caractérisé par la dépendance totale de l'enfant, principalement avec la mère ou bien le substitut maternel. En effet, l'enfant voit le monde comme présentant des dangers et donc cherche une personne à qui il peut faire confiance et qui le protégera. L'enfant d'emblée, l'enfant est méfiant. Pourquoi? Parce que la naissance, j'ai dû vous le dire l'an dernier, à la naissance, on débarque dans un monde qu'on a ignoré, qu'on n'a pas connu. À l'expulsion du fœtus, le fœtus atterrit dans ce monde-là, qui est nouveau pour lui. Et l'enfant doit commencer à faire confiance pour exister, s'adapter dans ce monde-là. Et nous avons la première crise, notre première crise à nous. Et si cette crise est résolue avec succès, il s'ensuit alors une personnalité saine qui se développe. L'échec de cette crise, on commence déjà avec une pathologie. Et vous avez ça avec les problèmes des enfants dans les crèches. À la naissance, la femme a accouché, elle est partie à abandonner son enfant. Et on a pris l'enfant, on a été à l'hôpital général avec l'enfant. On a laissé l'enfant comme ça. Une infirmière qui passe de temps en temps. Il y a de fortes chances que cet adulte ait des problèmes mentaux. Parce que cette crise n'a pas été résolue avec succès. Il n'y a pas eu cette confiance. Le petit bébé a besoin de ça, de cette confiance. J'ai travaillé avec une maman dont l'enfant a été adopté, une petite fille. Et cet enfant était l'enfant d'une servante. Elle a accouché. Et n'ayant pas les moyens de s'occuper de l'enfant parce qu'elle a été abusée, elle a jeté l'enfant dans une latrine, les latrines haïtiennes. Elle a jeté l'enfant et elle a pris 2 blocs et elle a essayé de tuer l'enfant au fond de la latrine avec les 2 blocs. Et cet enfant est quelqu'un qui passait, quelqu'un de bonne volonté, qui voulait un enfant, a entendu, on a dit, ah, bon petit monde dans la toilette là. Et quand on est arrivé, on a trouvé l'enfant. Et cet enfant, on a appelé les sapeurs-pompiers à l'époque qui étaient très bien, qui marchaient bien, et on a sauvé l'enfant. Et cet enfant avait besoin de cette confiance-là. Cette femme rapporte que l'enfant avait des crises de temps en temps, parce qu'il venait de naître et on l'a jeté. Et où? Donc, il a fallu qu'elle parle à l'enfant, qu'elle touche l'enfant, qu'elle embrasse l'enfant, qu'elle lui dise, ça va aller, moi je t'aime, ne t'inquiète pas. Et aujourd'hui, l'enfant est un adulte qui a réussi. Donc, cette crise, on a besoin des gens, des mains aimantes, contenants pour nous sauver de cette crise. La deuxième crise, au contraire, quand on n'a pas vécu cette crise avec satisfaction, l'enfant deviendra méfiant avec les autres et risque d'avoir des problèmes sociaux. Ensuite, nous avons la deuxième crise, l'autonomie versus honte et doute. Entre 18 mois et 3 ans, l'enfant commence à avoir honte, pouvoir avoir honte et douter de son environnement. À ce stade, l'enfant développe ses capacités motrices. Entre autres, il apprend comment prendre soin de lui, comment s'habiller et manger par lui-même, ce qui lui permet de développer une certaine autonomie. Il comprend également qu'il peut exercer un certain pouvoir sur ses parents en tapant du pied, en pleurant pour obtenir ce qu'il désire. À ce moment-là, il faut être patient, il ne faut pas taper. Il y a des parents qui tapent. Parce que c'est normal, l'enfant traverse un stade normal de sa vie. Parce que c'est honte et des doutes qui est là. Si l'enfant n'a pas l'occasion de s'affirmer, ou s'il est souvent critiqué et contrôlé et tapé, il éprouvera des doutes et de la honte à propos de ses compétences. Cette personne aura une estime de soi faible. Plutôt qu'être confiant et d'oser prendre la parole en public, d'oser se dire, d'oser donner son point de vue, il va se cacher, il va être timide.
il va avoir la phobie sociale. Troisième crise, initiative versus culpabilité, 3-6 ans. À ce stade, l'enfant est motivé à élaborer ses propres projets. Il crée ses propres jeux et il invite les autres à y participer. Il apprend ainsi à faire preuve de leadership et à prendre des décisions. L'enfant peut prendre un morceau de charbon et écrire dans le mur blanc de ses parents, peut prendre le rouge à lèvres de sa maman et se maquiller aussi. Les talons précieux de la maman, peut sortir avec les bijoux de maman parce que l'enfant se cherche. Il apprend à faire preuve de leadership si les parents l'empêchent de montrer de l'initiative. Il peut avoir peur d'être jugé ou puni s'il prend une décision. L'enfant peut conséquemment ressentir de la culpabilité. Cette culpabilité peut suivre l'enfant jusqu'à l'âge adulte. Ensuite, nous avons la quatrième crise, travail versus intériorité, 6-12 ans. À ce stade est caractérisé par l'acquisition de connaissances et d'habiletés, lesquelles lui font comprendre la réalité des choses. Ils seront requises à l'âge adulte. L'enfant doit connaître les choses. Et c'est à ce stade que l'enfant pose beaucoup de questions, cherche à comprendre, fait ses expériences, veut avoir ses amis, vient parler de ce qui se passe à l'école. L'enfant devient très compétitif et au fur et à mesure qu'il réussit ses tâches, il apprend à avoir confiance en lui-même et en ses capacités. C'est le moment où les parents doivent faire des compliments et commencer à comparer l'enfant avec lui-même. Au contraire, si l'enfant échoue, il se sentira inférieur aux autres et aura tendance à se dévaloriser plus tard. Moi-même, papa, l'enfant ne va pas se prendre au sérieux. Nous avons l'identité versus confusion des rôles, 12-20 ans. C'est la pensée abstraite où on commence à devenir adulte, à prendre sa place, occuper sa place dans le monde. Cette période est caractérisée par une remise en question chez l'adolescent de ses compétences, croyances et valeurs dans le but de se forger sa propre identité. C'est le moment où l'enfant cherche à tuer le père, à tuer la mère pour prendre sa place. Un papa qui ne se laisse pas tuer, une maman qui ne se laisse pas tuer ne donne pas la chance à l'enfant de grandir. Vous savez bien faire, mais l'enfant doit se casser les dents aussi. Et va dans un premier temps faire moins bien que vous, c'est ok, c'est normal. Et c'est à vous maintenant de faire comprendre cette réalité-là aux enfants. L'enfant devient très compétitif aussi à cet âge-là. Très défiant parce qu'il cherche à forger son identité. Si l'adolescent arrive à donner un sens à sa personne, à se sentir important, il se forgera une identité solide plutôt que de chercher à devenir ce qu'il n'est pas. Il va arrêter de copier les autres, de copier des modèles, de faire comme les autres. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Où sont passés nos adolescents? Où sont-ils aujourd'hui? Qui tue dans le pays? Des ados. Ils ont raté ce stade, selon les psychanalystes. Il n'y a pas eu ce travail d'intériorité. Tuer n'a pas de sens. On ne comprend rien à tuer. On peut tuer, on est tranquille. On peut voler, on est tranquille. On peut faire peur, on est tranquille. C'est le moi. Dès que ça va pour moi, on s'en fout des autres. Quitte à vous tuer pour occuper votre place. Quand ça ne va pas dans la famille, quand l'enfant a raté cette marche, vous avez ce que nous avons là en Haïti. Ensuite, nous avons l'identité versus des rôles. Alors, je l'ai dit. L'intimité versus l'isolation. À partir du moment où on traverse 12-20 ans, on a réussi cette crise. On devient un adulte mature et on pense à aider les autres. On peut servir maintenant. Mais quand on a raté cette marche, on ne peut pas servir, les autres nous servent. On va utiliser les autres. On devient des pervers narcissiques. 20-45 ans. À cette étape, il est essentiel d'être apte à faire des compromis sur les plans personnels.
amoureux et professionnel, on commence, on peut faire des compromis puisqu'on a réussi l'étape antérieure. Et dans ses rapports avec les autres, on peut faire des compromis, accepter ses pertes, ses échecs et apprendre de ses erreurs. L'adulte se montre inquiet à la pensée qu'il pourrait passer sa vie seul et sans partenaire. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment je vais servir? À ce stade, vous cherchez un endroit où vous pouvez servir. Certains choisissent les séminaires, d'autres le mariage, d'autres autre chose, la recherche. S'il ne réussit pas à faire des compromis, à surmonter par exemple sa peur de l'engagement ou de l'intimité, il risque effectivement l'isolement. C'est des gens qui s'isolent, qui vivent seuls, qui sont très égocentriques. Tout pour eux, rien pour les autres. À l'image de ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti. Tout pour nous, rien pour les autres. Ensuite, nous avons la générativité versus stagnation. 45-65 ans. À ce stade, l'adulte de cette catégorie d'âge ressent le besoin de léguer quelque chose de valable à sa famille et à la société. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que le père, que sœur Lisa, que le père Basile sont là. Nous sommes là pour ça. C'est la générativité. Plutôt que de stagner, c'est la générativité. Donc, l'adulte aura tendance à travailler davantage dans ce but. Laisser quelque chose, faire du bénévolat, faire des formations, former les jeunes. Laisser quelque chose, construire, refaire, préparer, penser à la génération d'après. Aujourd'hui, nous avons une génération qui pense que c'est aujourd'hui. It et now, et non. Aujourd'hui et maintenant. Je prends ça aujourd'hui. Il n'y en aura pas pour demain. S'il a le sentiment que rien, qu'il n'a rien à léguer, il se sentira alors inutile et inaccompli. À ce stade, les gens se sentent inutiles quand ils n'ont rien à laisser. Parce qu'il y a une sagesse naturelle du cerveau à ce stade. Et quand on a raté les marches antérieures, nous avons aussi un peu ce que nous avons aujourd'hui. Où les jeunes sont perdus. Ils se sauvent, ils vont en Chili, au Brésil. On les ramasse sous les ponts au Texas. Ils sont perdus parce qu'on n'a rien légué, d'autres n'ont rien laissé pour eux. Ensuite, nous avons l'intégrité versus désespoir. Alors, pour revenir à cette générativité, cette nature qu'on est en train de manger, de détruire, aujourd'hui sur YouTube, on voit qu'il y a des inondations partout. Partout. Il y a des tempêtes de neige partout. Et c'est ce que le pape François disait, cette nature, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est ce stade, c'est la générativité. Qu'est-ce que nous, adultes d'aujourd'hui, nous voulons laisser à la génération future? Est-ce qu'après nous, il n'y aura rien? Rien vraiment, il n'y aura pas d'Haïti, c'est fini? Ensuite, nous avons intégrité versus désespoir. Durant cette étape, l'adulte fait le bilan de sa vie. S'il en vient à la conclusion qu'il a vécu pleinement et qu'il a fait œuvre utile, il se verra comme un être accompli et intègre envers lui-même à partir de 65 ans. Ça viendra tôt ou tard, où cette conscience va vous dire qu'as-tu laissé parce que tu étais un être de passage. La vie n'est qu'un instant entre deux éternités. Vous étiez venu ici pour vivre cet instant et laisser quelque chose pour les autres à venir qui viennent aussi pour cet instant-là. Il y a l'autre éternité qui nous attend. S'il en vient à la conclusion qu'il a vécu pleinement et qu'il a fait œuvre utile, il se verra comme un être accompli et intègre envers lui-même. Ce faisant, il envisagera la mort avec sérénité. On n'a pas peur de mourir quand on a bien vécu. J'ai entendu le père Midi dire ça. Moi, je suis prêt. À l'inverse, l'adulte insatisfait de son bilan ressentira du désespoir ou de la culpabilité par rapport à son passé ou à ses objectifs non atteints
Et il développera alors une peur profonde de la mort. On aura peur de mourir quand on a raté les étapes. C'est aujourd'hui qu'on doit penser à cette dernière marche. L'intégrité versus désespoir. C'est des gens qui sont désespérés, qui peuvent même se suicider à cet âge-là. Qui pensent à l'euthanasie, qui pensent à toutes sortes de choses. Voilà, c'était la personnalité, c'était l'angle de vue, la réalité d'Erik Erikson. Qu'en est-il de la réalité de Carl Gustav Jung, qui est la dernière étape de notre réflexion de ce matin? Carl Gustav Jung, lui, il parle de processus d'individuation, un voyage vers soi. Il faut aller à l'intérieur, il faut savoir qui on est. Cette machine qu'on a vue tout à l'heure, ces mains, cette langue. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là? Carl Gustav Jung a proposé au monde une spiritualité à la fois spéculative et surtout opérative, sous la forme d'une expérience intérieure à vivre. C'est une expérience à vivre. Cette expérience peut se vivre de deux manières différentes et complémentaires à la fois. Une expérience intérieure qu'il appelle numineux, une rencontre ineffable du sacré au plus profond de l'âme, et une expérience intérieure qu'il appelle le processus d'individuation. Donc, c'est lumineux et le processus d'individuation. Un long travail de maturité psychologique à travers un dialogue entre le conscient et l'inconscient permet de devenir un individu singulier. Ce travail vers soi, ça nous permet de devenir unique. L'objectif commun de ces deux approches étant l'émergence du soi, le vrai personnage. Qui suis-je? Ce n'est pas le cogito ergo sum ici. C'est descendre à l'intérieur. Ce n'est pas penser, puisque j'arrive à penser, j'existe. Non. C'est aller à l'intérieur pour voir qui je suis. De la totalité de son être. Savoir quelle totalité. Qui suis-je? Selon Carl Gustav Jung, la véritable liberté intérieure ne se trouve qu'à travers le processus d'individuation. Me différencier des autres, ne pas être un copy-paste des autres. Bien sûr que je peux copier un modèle, mais je veux être moi-même, avec mon propre style. Je suis unique dans le monde. Il n'y a pas deux autres personnes comme moi dans ce monde-là. Mon apport est unique à ce monde. Dans ce processus d'individuation, il y a 4 étapes. La survie, la différenciation, la construction et l'harmonie, qui mène à une 5e étape, la réalisation de soi. À partir du moment où on arrive à bien traverser les 4 premières étapes, eh bien, on arrive à la réalisation de soi, qui rejoint la théorie de Erik Erikson, l'intégrité. Erik Erikson, non. Les 4 étapes, la survie, la différenciation, la construction et l'harmonie, qui mènent vers une 5e étape, qui mène vers la réalisation de soi. Selon Carl Gustav Jung, cette première étape, qui est le temps de la survie, c'est la phase d'adaptation qui correspond à l'enfance, comme la première phase d'Erik Erikson. Ça correspond à l'enfance, à l'adolescence et au premier temps de la vie d'adulte. C'est la première étape. Quand nous apprenons à obtenir une sécurité affective en réglant notre comportement en fonction de ce qui est attendu de nous, on attend quelque chose de nous. C'est pour ça que les parents nous envoient à l'école, que vous avez autant de cours à l'école, que vous avez autant de cours de philosophie à l'Institut. Donc c'est cette première étape. Donc nous apprenons à obtenir cette sécurité affective, l'affectivité, la maturité affective dont vous parlez tout le temps, en réglant notre comportement en fonction de ce qui est attendu de nous. Et progressivement, nous adoptons un personnage. À partir du moment où on est conforme à ce que Freud appelle le surmoi,
ce qui est attendu de nous, les règles et tout ça de la société, nous créons un personnage. Nous devenons quelqu'un. Ça s'appelle la persona, qui ne reflète pas la totalité de notre être. C'est notre carcasse extérieure, parce que c'est ce qu'on a attendu de nous, c'est tout ce qu'on a appris des parents, du monde, pour devenir qui nous sommes aujourd'hui. Et progressivement, nous devenons ce personnage. C'est un processus. Et pour devenir ce personnage, il y a une partie de nous qui est niée, qui est refoulée dans notre inconscient. Le vrai nous, le soi. Parce que nous sommes arrivés sur Terre avec un soi. Mais arrivés sur Terre, on a besoin d'outils pour nous adapter à notre environnement. Ces outils, c'est quoi? C'est aller à l'école pour apprendre des choses. Mais le vrai soi existe. Et nous créons cette carcasse qui nous permet de nous adapter au monde. Mais le vrai nous est là aussi, à l'intérieur. Nous sommes arrivés sur Terre avec un vrai soi. La deuxième étape, c'est le temps de la différenciation. C'est la phase de l'affirmation de notre différence. À partir de cette étape-là, qui s'opère à partir de 20 ans, nous faisons la différence entre ce que nous avons et ce que nous avons pris, les provisions amassées jusqu'à 20 ans. Nous avons notre identité personnelle maintenant. Et les parents disent, mais c'est pas ça que j'avais vu, il a changé. C'est parce qu'il y a cette différenciation-là. Et donc, on voit que cet enfant est peintre, cet enfant avait un talent caché, cet enfant pouvait chanter, alors qu'on n'a pas appris ça. On est arrivé avec. Donc, qui est nous? Qui nous sommes? Qui sommes-nous, au fond? On peut aussi rester cette carcasse toute notre vie et ne jamais chercher le vrai nous. L'anima. Donc, c'est la phase d'autonomie, de prise de pouvoir et parfois de domination de l'autre. On prend pouvoir parce que nous sommes différents de tout ce qu'on nous a donné là. On va faire l'alliage, l'alliance entre ce que nous avons reçu et nous à l'intérieur. Nous commençons à réaliser que ce personnage que nous avons adopté nous étouffe. Tout ce que les parents ont donné, tout ce que l'école a donné, ce que Carl Gustav Jung appelle l'ombre. Il appelle ça l'ombre. C'est ce qu'on nous a donné. Ce qui sommeille en nous, alors l'ombre, alors cette personnalité qui nous détruit, parfois, qui nous font être quelqu'un que nous ne sommes pas, et quand Gustav Jung nous aide à aller chercher l'ombre, ce qui sommeille en nous, ce que parfois nous n'avons pas encore choisi d'être. On a une vague nostalgie de ça, on a été ça avant notre naissance. Et ça peut nous donner des bouffées dépressives. La personne qui te dit, j'ai toujours voulu être médecin. Quand vous voyez que vous prenez du plaisir à regarder quelque chose, il y a quelque chose qui vous attire beaucoup, beaucoup. À l'intérieur de vous, c'est ce que vous avez dans votre âme. Souvent, des gens, ils changent carrément d'orientation professionnelle en cours de route. Il y a quelque chose qui vous attire, ça vous fascine. C'est vous, au fond. Ce n'est pas ce que vous avez appris peut-être. Mais c'est vous à l'intérieur, c'est l'ombre. Ça nous mène vers cette troisième étape qui est le temps de la construction. C'est le temps de l'intégration dans la communauté, de la prise de responsabilité, parce qu'on avait déjà fait cette différenciation. C'est aussi le temps du doute et du questionnement, où on cherche, on grandit. Quand on a le doute, on grandit encore plus parce qu'on va encore chercher. Nous commençons à réévaluer notre parcours et à remettre de nombreux choix de notre vie en question. Vers 40 ans, mi-temps de la vie, en général ça arrive vers 40 ans, nous vivons les limites de notre personnage qui se fissure pour laisser émerger le refoulé. Côté lumière, nos vraies aspirations émergent. Côté ombre, la colère et les dérapages s'expriment. Il y a une crise là, vers 40 ans. Si on ne fait pas attention, si on n'est pas à l'écoute de soi. Ensuite, nous avons la quatrième étape qui est le temps de l'harmonie. C'est fini les tempêtes. C'est le début de la réconciliation avec soi-même, de l'intégration des opposés. On a fait la paix avec tout ça.
C'est pour ça que la plupart des divorces, c'est vers 40 ans, la plupart des personnes qui étaient en communauté partent dans les quarantaines, c'est parce qu'il y a cette crise au milieu, où on cherche le vrai soi. C'est une crise qui va passer, qui peut passer, si on n'a pas lâché prise. C'est normal d'avoir cette crise-là, dans cette tranche-là, entre 40 et 50 ans. Nous avons la persona et le soi qui commencent à dialoguer. L'incertitude et la confusion perdent du terrain. La quête de reconnaissance cède le pas au désir de ne plus se mentir ni de se trahir. C'est le moment où nous pouvons choisir courageusement de revisiter nos priorités et d'actualiser nos potentiels. Et là, on est un adulte épanoui. En général, c'est après 40 ans. Et nous avons cette 5e étape dont parle Jung, qui est le temps de la réalisation de soi. C'est le temps de l'individuation où je suis moi-même, avec mon style à moi, avec ma marque à moi. Nous sommes sur le chemin de la complétude. Nous acceptons nos imperfections, nos désirs contradictoires. Nous accueillons nos émotions et nos ressentis sans les juger. Nous nous intéressons à notre raison d'être, à notre utilité au sein du collectif. La dimension spirituelle est réinvestie. Nous nous sentons reliés au vivant, à la nature, au naturel chez nous. Et tout autour de nous et à l'ensemble de l'univers, nous sommes un être dans cet grand univers. Nous sommes uniques. Ce que les alchimistes nomment nos alchimiques. Et nous sommes heureux. Carl Gustav Jung le nomme la réalisation de soi. Et là, on se dit, je me suis réalisé. Une fois enclenché, le processus d'individuation ne s'arrête pas. C'est un chemin plus qu'une destination. Le bonheur est dans ce cheminement, pas dans l'hypothétique atteinte de la dignité, de la ligne d'arrivée. On n'arrivera jamais si vous regardez les écrits du Père Midi ces derniers temps. Il écrit encore, il sait qu'il n'est pas encore arrivé. Le soi est une entité en perpétuelle mutation en fonction des fluctuations du monde intérieur et extérieur. Cette évolution se vit à travers une succession de mutations, de passages, d'épreuves, de confrontations du conscient avec l'inconscient, confirmant par là même les relations entre le moi et le soi. C'est l'expérience de l'apprentissage de toute une vie. Les 3 étapes de la construction, l'harmonie et la réalisation de soi, sont tout particulièrement sous-tendues par un profond besoin de sens, faire sens de sa vie. Carl Gustav Jung a rappelé que l'être humain ne pouvait pas vivre sans donner un sens à son existence et que l'angoisse de l'homme contemporain était liée à l'absence de sens. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'absence de sens, c'est insensé. Ce que nous vivons aujourd'hui en Haïti, nous détruisons tout sur notre passage. Le mental des autres en premier rang. La dépression se multiplie, l'anxiété, les symptômes de stress, migraines, palpitations, etc. D'autres penseurs comme Viktor Frankl ont également soutenu cette nécessité de sens chez l'homme. Pour s'épanouir en profondeur, nous avons besoin de donner une direction et une signification à notre existence comme peuple, comme haïtien. La connaissance de soi et le travail intérieur ne visent plus seulement à nous guérir, mais à nous réaliser en tant qu'être humain et à découvrir notre propre vérité. Ce qui importe pour la compréhension de la nature humaine, ce sont les conditions spécifiques de l'existence humaine. L'homme est et n'est pas un animal. L'homme est inclus dans la nature et transcende cette nature. Nous devons agir sur cette nature. Nous devons agir. L'homme est, si vous voulez bien, une curiosité de la nature. Il est la seule vie consciente d'elle-même, capable de changer les choses. Les choses ne vont jamais se changer d'elles-mêmes sans nous. Et cette situation particulière d'être inclus dans la nature et de la transcender, d'avoir conscience de soi et d'avoir un minimum de développement instinctuel, crée chez l'homme une situation étrange, qui est la situation de l'humain en être un être toujours en quête
de vérité. La seule vérité qui soit dans cet aspect psychologique, c'est que l'homme est un être toujours en quête de vérité. Merci de votre écoute. Mais quelle intervention concise, riche. J'ai vu sourire Madame Métayer en explicitant le concept de vérité. Chers amis, nous vous demandons de nous aider à lui manifester notre appréciation et de son intervention par un grand applaudissement. Maintenant, nous attend une exquise résonance de cette première conférence de la part du révérend Père Pierre-Ernest Basile, directeur de l'Institut. Résonance sans doute garnie de mots de remerciement. Merci, Madame Linda. Chers auditeurs, Madame Linda, que vous voyez ici maintenant, est tellement disponible pour l'Institut, on dirait que l'Institut fait partie de sa vie, de son être. Elle a une façon bien spéciale de nous dire les choses, de nous faire comprendre ce qui peut être compris et ce qui doit être compris. Madame Linda, en chrétienne convaincue, s'est posé la question qui a été posée à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Elle a avancé en disant que la vérité, chacun, chacune a ou aurait sa vérité. La vérité est contraire à la friction. C'est ce qui est porté à une conviction intime. Elle a cité Jean-Jacques Rousseau dans sa vérité, qui est contraire à la fausseté, qui est contraire au mensonge, à la diffamation. Dieu est la vérité, pour répéter Bossuet, dit-elle. Elle s'oppose à l'incroyance. La vérité, c'est ce qui entre en adéquation avec la réalité. C'est ce qui est conforme à la vérité des choses. Elle est contraire à l'imaginaire. Concernant la vérité humaine, la vérité de l'homme, Madame Linda a pris tout son temps pour expliquer le bien fondé de plusieurs organes du corps humain, et tout cela pour montrer la complexité de l'être humain. Ce dernier est une merveille. Madame Linda nous a permis aussi de revivre ce que nous avons partagé hier autour de la vérité de Darwin sur la théorie de l'évolution. Elle a fait mention des courants philosophiques qui ont existé dans le temps et a découvert que chaque courant est porteur d'une vérité. Chaque homme, chaque femme a son boîte noire. Les êtres sont dépendants et nous sommes condamnés à vivre dans une interdépendance. L'influence est grande aujourd'hui, d'un pays à un autre, d'une communauté à une autre, d'une personne à une autre. Et la vie que nous vivons aujourd'hui, nous la vivons à partir des systèmes ou des écosystèmes, car nous faisons partie d'un tout, d'un ensemble. Nous ne sommes pas des îles. Nous avons à expérimenter des crises dans notre vie. Elles sont 8 au total. Eh bien, Madame Linda, puis-je me permettre de dire qu'une vie humaine sans crise est une vie en crise? La vie, tôt ou tard, nous exigera ou nous demandera des comptes. Nous sommes non seulement des responsables, mais des co-responsables. Responsables des autres, responsables de la vie. Nous sommes, pour répéter l'autre, des endettés, l'un par rapport aux autres, les uns par rapport aux autres. Le bonheur, ce bonheur que nous cherchons,
ne se trouve nulle part, si ce n'est que dans l'acquisition de cette dette. Soyons donc désormais des sensés et non des insensés pour un monde plus humain, plus fraternel. Encore une fois, merci Madame Linda. Waouh. Cher public, je ne peux pas me lasser de vivre avec cette fiche humoristique super facile. Merci de nous prêter vos deux mains pour remercier nos panélistes pour cette première intervention et cette complicité entre eux, juste pour nous aider à cerner le mieux notre thème. Eh bien, le temps nous fait la guerre. Alors, vu notre programmation, nous devrions avoir la pause en ce moment. Cependant, pour pouvoir libérer le plus tôt possible Madame Métayer, nous allons procéder, comme hier, à la série de questions et voilà, à l'interaction. Alors, nous allons prendre 5 personnes au total. Ça vous va? D'accord. Merci beaucoup. Je tiens à remercier tous les membres de l'Institut qui ont tenu d'organiser cette matinée culturelle. Et je tiens à remercier notre chère intervenante pour ses bagages intellectuels comme source de richesse exposée à nous ce matin. Donc, la question est dite, notre chère intervenante, vous venez de centrer sur une vérité et passer par la réalité des psychanalyses comme exemple de Sigmund Freud, afin de nous faire comprendre la vérité sur l'homme. Alors, quelle différence y a-t-il entre une vérité et la vérité? Comme deuxième question, donc en tenant compte sur la réalité de la loi, il y a tout un ensemble de constitutionnalistes qui se mettent ensemble pour s'organiser, pour penser sur une loi. Mais après d'avoir pensé sur cette loi, il y aura tout un problème. Parce que ce qui est vérité pour une série de personnes, ce n'est pas la vérité pour une autre catégorie de personnes. Donc, pouvez-vous me faire comprendre pourquoi y a-t-il tous ces problèmes après avoir pensé sur une telle loi, sur un ensemble de lois? Un grand bonjour à tous. Merci, Madame Métayer, pour cette édification sur la vérité sur l'homme. En disant que chacun a sa vérité, n'y a-t-il pas de contrainte d'accepter la vérité? Bonjour à tous. Bonjour à mes pères d'asile. Et Madame Linda, je vous remercie grandement pour votre exposé, votre intervention. Donc, comme ce qui a été indiqué, je suis Marie-France Lazare. Et ma question s'adresse ainsi. Vous avez parlé de la vérité, que chacun a sa vérité. Les doctrines a sa vérité, les doctrines en psychologie, chaque doctrine a sa vérité, en philosophie également a sa vérité. De ce fait, pourrons-nous parler d'objectivité dans les jugements tirés de ces vérités qui se ressemblent, et ça revient. Et la première question a été dans le sens de la psychanalyse. Différence entre une vérité et la vérité. C'est la question des rois à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Chrétiens, nous savons que la vérité, c'est Dieu. Mais l'homme, suivant son vécu, comment il s'adapte à son environnement, il crée à chaque fois sa vérité pour correspondre à son environnement. Donc si on n'a pas cette vérité-là, on sait que là, le verre est à moitié plein, on va dire. On se met d'accord sur l'idée que le verre est à moitié plein. Ça, c'est une vérité. Mais ça peut être aussi, le verre est à moitié vide. Donc, c'est une autre vérité. Donc, est-ce qu'il y a la vérité? Il y a une vérité.
Donc quand on regarde le verre, dépendamment depuis son angle de vue, on voit une vérité. Et c'est ce que j'ai commencé par vous expliquer, la vérité. Vous avez vu en philosophie comment les gens ils définissent la vérité. L'homme, suivant ce qu'il voit, si je vois la chose, Sœur Lisa voit la même chose que moi, Père Basile voit la même chose que moi, ça devient la norme, ça devient la vérité. Pour nous. Mais en fait, quelqu'un, un observateur externe qui regarde notre vérité à nous, va dire c'est leur vérité, c'est pas la mienne. La science, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a autant de critiques, même dans les cours de la psychologie. Chacun trouve sa vérité, mais on voit que le behavioriste dit mais non, c'est pas comme ça, on ne peut pas voir. Le cognitiviste dit mais non. L'homme, c'est la personne qui pense. Le behavioriste dit non, l'homme, c'est la personne qui interagit avec son environnement. Le fonctionnaliste dit mais non, c'est les deux. Le structuraliste, donc chaque personne voit sa vérité. Donc la vérité telle que nous la connaissons nous-mêmes, c'est Dieu. Jésus, il dit je suis la vérité. C'est la vérité. Je suis le chemin, la vie, la vérité. C'est notre vérité à nous. Parce que Jésus dit je suis la vérité. Dieu est la vérité. Mais toutes les autres vérités décrites par l'homme, c'est les angles de vue qui sont liés au sens commun. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On l'a toujours vu comme ça. Eh bien, c'est notre sens commun. Mais quand on va dans l'autre système solaire, comment ça se passe? Donc, ça ne peut pas être la vérité, c'est notre vérité à nous, terriens. Ce que moi, je vois comme vérité, ce n'est pas obligé que vous la voyez comme vérité. C'est pour ça que chaque pays a ses règles, ses normes, sa constitution. Il n'y a pas une constitution universelle. En Haïti, nous avons notre constitution qui est notre vérité. Aux États-Unis, ils ont leur constitution qui est leur vérité. C'est suivant ce qu'un groupe de personnes voit la chose, c'est la façon de voir la chose, eh bien, on va objectiver, on met ça sous forme de normes. D'abord, c'était subjectif parce que ça a été apporté par des sens. Et puis, c'est pour ça qu'on fait les recherches. Quand on dit les recherches, c'est quoi? C'est plusieurs vérités. On dit, bon, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est des chercheurs. Parce que l'homme est toujours en quête de vérité. Nous sommes tous des chercheurs parce que nous sommes en quête de vérité. Alors, il y a quelqu'un qui a posé la question sur la réalité de la loi. Et c'est la même chose. C'est comme l'organisation de la cité, la réalité de la loi. La loi, c'est quoi? On voit que c'est comme ça. On fait des observations. Eh bien, on va créer une loi pour empêcher que ça se passe comme ça parce que c'est des dérives. Donc, il y a une loi. Si tu voles, tu rentres en prison. C'est le monde qui est intelligent, tu es capable de voler. Mais aujourd'hui, on t'attrape à voler, tu vas en prison, c'est la loi. Donc, on organise la cité. On se dit que, mais voilà, vous n'avez pas le droit de vous accaparer des biens d'autrui. C'est une loi. Et la loi est une pour tous. Si vous volez, vous allez en prison. C'est la loi. C'est une vérité pour ce contexte donné. Tu ne tueras point. C'est une vérité pour ce contexte donné. Ça dépend de la civilisation. À l'époque paléolithique, c'était d'autres choses qu'on voyait. Au contraire, quand tu allais à la guerre, tu venais avec des prépuces. Même dans la Bible, on a vu ça. David est venu avec combien de prépuces de Philistins? Alors que plus tard, Jésus va dire, tu ne tueras point. C'était une valeur pour David à l'époque, parce qu'il faisait la guerre. Vous voyez? Comment remettre... Alors, il y a une autre question. Chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité sur l'homme. Mais c'est la même chose, c'est la même question. Chacun a sa vérité sur l'homme. Mais quand on dit chacun, si on se met ensemble, tu peux avoir ta petite vérité. Ça deviendra base scientifique. Quand j'ai la vérité comme toi, tu as la vérité, on se met ensemble et on systématise. Et là, on sort notre vérité, ça devient scientifique. Et là, on dit que c'est la vérité. Mais quand on dit c'est la vérité, c'est pour qui? Qui a dit que c'était la vérité? Parce que comme on l'a vu, tout ce que l'homme regarde, c'est des illusions. Nous mettons des mots, des noms sur les choses. Un verre est une illusion. On l'a appelé verre. Tout le monde est d'accord, on tombe d'accord pour l'appeler verre. Mais quelqu'un d'autre pourrait l'appeler, lui donner un autre nom. Si je dis que c'est une table, c'est pas un verre. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité, un verre. Parce qu'on s'est mis ensemble pour nommer un verre.
Vous voyez, donc chacun a sa vérité. C'est un groupe qui se met ensemble pour créer des vérités, pour pouvoir vivre ensemble et traverser le monde. Et il y avait une autre question, croyance et incertitude. Est-ce qu'il y a une vérité universelle? Il n'y a pas de vérité universelle. La seule vérité universelle que nous connaissons, c'est la vérité sur l'homme. L'homme existe, Dieu existe. Après, c'est les hommes qui se mettent ensemble. Et on l'a vu avec les phénoménologistes, on a vu avec les recherches de l'école de Palo Alto, on voit beaucoup de ces vérités-là. Même quand l'homme analyse l'univers, l'homme est un observateur. L'homme est un observateur, c'est subjectif. L'homme aurait besoin d'un autre observateur pour l'observer, parce qu'il y a un peu de soi. Et dès qu'il y a du soi qui sort de ta recherche, de tes trouvailles, ça devient subjectif. C'est plusieurs subjectifs qu'on met ensemble qui deviennent objectifs. Les recherches, c'est ça. C'est des sensations, même en psychologie. Puisque ça m'arrive, ça t'arrive, ça arrive, eh bien, on va systématiser, mais ça devient la trouvaille d'une recherche. Et ça devient base évidente. Alors, quand est-ce qu'on dit, quand dire la vérité? Quand est-ce qu'on dit la vérité? C'était ça la question? La dernière question. Quand faut-il dire la vérité? Parce que j'ai quand dire la vérité pour l'interrogation, c'était ça? Quand faut-il dire réellement la vérité? Quand on dit réellement la vérité? On dit la vérité quand c'est le sens commun. Mais la vérité pour qui? Parce que ce qui est vérité pour notre siècle peut ne pas être vérité pour le siècle à venir. Ça peut être la vérité de notre temps. C'est pour ça que la seule vérité qui soit, c'est Dieu. C'est l'omniscient, c'est l'omniprésent. La seule vérité qui soit. En philosophie, nous avons plein de vérités. Platon a sa vérité, Aristote a sa vérité, Descartes a sa vérité, tout le monde a Hume qu'on a vu tout à l'heure, Kant a sa vérité, Rousseau a sa vérité. Vous voyez, c'est des grands penseurs. Et ce n'est pas parce qu'ils ont écrit, qu'ils nous ont laissé des livres, que c'est la vérité, mais c'est leur vérité. Pour le sens commun, on peut tomber d'accord, on peut s'accorder sur sa vérité, et bien on l'accepte comme vérité. Mais est-ce que c'est la vérité? L'homme est toujours en quête de vérité, et jusqu'à présent, l'homme n'a pas encore trouvé la vérité. Voilà, merci.